de la prospective, elle n'a pas pour objet de prédire l'avenir. Elle n'a pas pour objet non plus de le dévoiler, mais de nous aider à le construire, avec l'idée que l'avenir se construit. L'avenir n'est pas un déjà là qui est donné et qui marche inexorablement vers nous. Il est au lieu des possibles. Rêver, collaborer et se mettre en action pour un Sahel souhaitable à l'horizon 2040. Vous écoutez à présent le podcast Sahélien Sahélienne 2040, porté par le campus de l'Agence française de développement. Ce podcast donne la parole à des personnalités inspirantes pour nous éclairer sur les enjeux de la région et décrypter ensemble le Sahel d'aujourd'hui et de demain grâce à la prospective positive. C'est parti, laissons place aux discussions. Bonjour, je suis Sarah Marniès, responsable du campus de l'Agence française de développement et je reçois aujourd'hui Blondin Cissé dans le cadre de la première saison du podcast Sahélien Sahélienne 2040. Blondin, bonjour. Bonjour Sarah. Tu es diplômé de l'Université Paris Diderot en philosophie et sciences politiques, maître de conférence à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et plus précisément à la section Centre d'études des religions de l'UFR CRAC. Chercheur au laboratoire du changement social et politique de Paris 7, tu coordonnes l'Observatoire des sociétés civiles africaines et du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'UGB. Tu as publié des articles sur la réinvention du vivre ensemble, celle de la modernité africaine, sur la banalité du mal, la renaissance africaine et plus généralement sur la question de l'humain et de sa manière d'habiter le monde. C'est pour la richesse de tes différents travaux et pour tes réflexions sur la construction du futur africain que nous t'avions invité à rencontrer, échanger, inspirer les participants du programme Sahélienne Sahélien 2040 que nous portons au campus de l'AFD avec les ateliers de la pensée, l'Institut des futurs souhaitables, l'Interréseau et le collectif Zaïdé. Sahélienne 2040, c'est un voyage dans la prospective positive qui est destiné à faire prendre conscience des imaginaires dans lesquels nous pensons pour les déconstruire et se projeter plus librement de manière plus utopique pour s'autoriser à imaginer un Sahel souhaitable. Alors, la première question que nous souhaitons te poser, Blondin, c'est la suivante. Nous sommes en 2040. À quoi ressemble ton Sahel souhaitable? Merci Sarah. Le Sahel n'est plus le Sahel. Les persévérantes révoltes qui ont embrassé tous les secteurs de la société et consumé les structures prédatrices et féodales ont atteint leur objectif, faire régner la paix, la justice et la liberté. Orarti est le nouveau nom que Farafina, la chef de la révolution de l'an 2040, a proposé à l'Assemblée au nom des 10 pays du Sahel qui ont fait une coalition. Je peux juste rappeler que Orarti renvoie à la mythologie égyptienne et désigne l'une des métamorphoses du dieu Amon qui renvoie à l'aube matinale, à la croissance, à la maturité. Donc c'est l'ère du grand bouleversement pour Orarti. Des ruines de l'ancienne société émerge une société plus juste, plus humaine, plus égalitaire, où les richesses sont distribuées équitablement, car l'injustice était le terreau qui alimentait le chaos. Dans cette partie du monde, s'est enfin accompli le rêve du poète Novalis, où les astres qui s'étaient éloignés pendant les temps obscurs sont revenus visiter cette terre. Les habitants qui étaient séparés depuis longtemps se sont retrouvés. Les familles orphelines aussi sont retrouvées. Les flammes de la vie brûlent à nouveau. Et l'histoire et le rêve d'un présent à l'étendue infinie.
Tu nous projettes dans un futur utopique. Peux-tu nous donner la signification de l'utopie pour toi et pourquoi avons-nous besoin d'utopie pour construire notre futur? Merci encore, Sarah. S'il y a utopie, c'est qu'il y a un écart ontologique entre l'être et le devoir-être. Et c'est cette brèche, cette césure que l'imagination créatrice va chercher à combler. Il faut aussi dire que l'utopie n'est pas seulement imaginaire. L'utopie nous aide à redessiner la cartographie du pensable. D'ailleurs, Ernest Bloch définit l'utopie dans cette perspective, en disant que l'utopie n'est pas une fuite dans l'irréel, mais c'est l'exploitation des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. Disons, s'il y a utopie, il faut voir qu'il y a un État qui oppresse. Et face à cet État qui oppresse, il faut substituer un État désirable. Donc l'utopie cherche non seulement à dépasser une situation qui est désespérante, mais aussi à penser des blessures. Le désir de vivre autre part traduit le désir de vivre autrement. De ce fait, l'utopie est au cœur de toute société qui est traversée par des conflits et qui est en quête d'un avenir, d'un futur désirable. On s'autorise à casser les brèches et on entrevoit quelque chose qui nous donne du désir, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On casse les brèches de la culture. L'humain jaillit de la culture. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est au juste, cette culture dont jaillit le désir de se projeter ailleurs? Alors, Sarah, la culture, très souvent, renvoie à une réalité anthropologique, sociologique, civilisationnelle. Donc, un thème qui cherche à circonscrire, à définir une identité telle que l'on pensait les philosophes de l'Antiquité à travers la notion de paideia, désignant à la fois l'enseignement des qualités humaines et l'ensemble des connaissances qu'un individu doit posséder pour s'élever au rang de citoyen grec. Mais cette approche de la culture ne permet pas de voir la dynamique qui est contenue dans la culture, qui fait donc de la culture une tension, une présence, une exposition au dehors, une ouverture. Et cette perspective est plus visible dans la définition qu'un penseur comme Eboussi Boulaga en donne, puisqu'il définit la culture comme ce concept par lequel l'homme s'appréhende comme genèse, comme autoproduction de soi, à partir de ce qu'il n'est plus, en direction de ce qu'il n'est pas encore. Donc, dans cette perspective, on peut voir que la culture excède l'identité et nous ouvre sur des champs possibles. Et de ce fait, la culture constitue une rampe essentielle à partir de laquelle on peut penser la prospective. On peut se déployer donc vers le futur. On pourrait dire que la culture nous nourrit, que c'est une sorte de matrice dont on s'échappe ou qui nous constitue et dont on s'échappe en même temps pour aller se projeter sur autre chose qui est aussi une culture qu'on fait en même temps, en fait, en quelque sorte. Complètement, parce que la culture prend sens à partir des pérégrinations, des différentes expériences de l'individu qui l'expose et qui le confronte à d'autres réalités et à partir desquelles il
il fait un travail de synthèse et à partir de ce travail de synthèse, des possibilités lui sont données de pouvoir se définir en épousant pas une figure précise, mais des figures. C'est ça. Il faut bien qu'on comprenne que la culture n'est pas un donné, mais que c'est un point de départ toujours renouvelé pour se définir. Complètement. Ouais. Et donc, un thème qui t'est cher, en fait, ce sont ces ressources endogènes qu'on trouve dans la culture, ces ressources de la société traditionnelle africaine, dont on pourrait tirer les possibilités futures, en fait un réservoir de possibilités futures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce réservoir dont on se nourrit pour se projeter? Alors Sarah, pour parler de ce réservoir, je recours à un exemple. C'est l'exemple, c'est le conte. Le conte, en fait, est ce récit qui mêle des éléments de la fable, du mythe, de la légende, et qui nous projette au cœur de la prospective par la vertu d'un langage qui sait donner à l'absence toutes les caractéristiques de la présence, ainsi que le remarque le commentateur de Rousseau, André Lovejoy, parlant de l'état de nature. De ce fait, le conte atteste de l'ingénierie de la société traditionnelle car il redessine les contours d'un monde à venir et de ce fait nous place dans ce qu'on peut appeler les royaumes de l'imagination d'où l'on peut revenir d'entre les morts, où les hommes et les femmes sont parfois revêtus d'attributs extraordinaires, allant de la capacité à se transformer en végétal, en animal, de disposer du don d'ubiquité, de l'omniscience, de se projeter dans le futur à travers des péripéties de toutes sortes et qui, en même temps, montrent leur capacité, leur sagacité à dépasser les situations chaotiques et en faisant des rampes pour transformer leurs conditions de vie. Vous avez tout à fait raison de parler de la culture comme réservoir de potentialité. Là, c'est cet exemple que je viens de vous montrer à travers le conte. Et donc ce conte, ce réservoir, pour nous, c'est une ouverture de notre esprit, de notre imagination, de nos imaginaires, vers tout un ensemble de possibles qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. Le conte nous montre que c'est possible, c'est ça? Mais le conte nous montre effectivement que c'est une possibilité. Mais d'ailleurs, dans le déroulement du conte, si vous voyez dans toutes les sociétés, quand le conte, en tout cas en Afrique et chez nous, au Sénégal, quand on évoque le conte, on n'évoque pas, on ne dit pas le conte de n'importe quelle manière. Il y a une manière de dire le conte qui permet à ceux qui l'écoutent de pouvoir court-circuiter ce temps et entrer dans une brèche spatio-temporelle où toutes les possibilités sont admises. Et à partir de là, on va, à travers ce qu'on peut appeler par exemple le protocole d'introduction, qui est un rituel où on demande d'abord à l'auditoire de croire à l'impossible, on lui dessine, on lui donne, en tout cas on lui permet de laisser vagabonder son esprit et pour pouvoir saisir l'incroyable. Et en cela, le conte nous place au cœur de la prospective. Oui, c'est une manière de nous dire que notre cerveau n'est pas ouvert à toutes ces possibilités de manière spontanée et qu'il faut lui parler autrement pour essayer d'ouvrir ces possibilités, de les faire envisager
comme des possibilités à venir. Et donc, ce que tu nous dis, peut-être, c'est qu'il y a un contrat. On écoute un conte dans le cadre d'un contrat. Il faut des conditions pour qu'on soit réceptif, c'est ça? Tout à fait, Sarah. C'est ces conditions-là, j'ai commencé à en parler, qui font que, par exemple, d'entrée de jeu, on demande à l'auditoire d'autoriser une parole qui se joue dans un ailleurs où les lois en vigueur dans nos sociétés ne sont pas là, ne marchent pas. Et de ce fait, lorsqu'on parle d'un environnement où les gens peuvent se transformer, où certains disposent d'ubiquité, où des gens se réveillent, sortent de la mort, c'est que, justement, il y a quelque chose, une leçon, une énigme que cherche aussi à résoudre le conte. De ce fait, c'est une manière de demander au sujet de penser des possibilités qui ne se donnent pas à voir présentement et qui sont en puissance en lui et qui peuvent lui permettre de transformer non pas seulement son environnement, mais de se transformer soi-même. Oui, et il y a un rapport à la peur qui est différent dans le conte. Mais complètement, parce que à partir du moment où on demande au sujet d'autoriser la parole et qu'on lui dise qu'il se peut que vous entrez dans une brèche spatio-temporelle, donc vous pouvez être déconnecté, vous allez être déconnecté et cette déconnexion est désarçonnante. De ce fait, forcément, on lui demande d'apprivoiser ses peurs. C'est ça. Parce que c'est par cet apprivoisement, la peur, qu'il peut accéder à la clé d'interprétation et avoir le courage, avoir la capacité et la sagacité de décrypter ce qui se joue dans le récit qu'il entend. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le protocole d'introduction qui montre cette dimension prospective du conte, mais il y a aussi l'idée, dans la conclusion du conte, que quand le conteur finit, il termine en disant « Voici, c'est là où le conte, le récit se jette à la mer ». C'est une traduction littérale, je peux pas, parce que c'est tellement profond que peut-être ce que penser la traduction littérale. C'est là où le conte finit, se jette à la mer, et le premier, c'est toujours littéral, qui respire l'air, c'est celui-là qui ira au paradis. De quel paradis parlaient les sociétés traditionnelles? Est-ce le paradis des religions monothéistes? Je pense que non. Mais ce qui est sûr ici, c'est que la clé, celui qui va la clé d'interprétation, celui qui va porter le changement, c'est celui qui pourra jouir des possibilités qui lui sont données dans ce récit-là, c'est celui-là qui pourra, par son intelligence, saisir, par son courage, saisir le sens qui s'y joue. Peut-être même on peut faire un parallèle, on peut faire un petit parallèle avec la pensée nietzschéenne, parlant du surhomme dans Volonté de puissance. Ce qui dit que l'énigme se révèle en réalité aux chercheurs hardis, aux explorateurs, à ceux-là qui sont attirés par tous les gouffres trompeurs et ceux-là qui se sont engagés dans des mers terrifiantes, dans des voiles perfaites. Ceux-là, en réalité, sont semblables à celui peut-être qui écoute le conte et qui accepte de se laisser désarçonner, de se laisser traîner dans des univers qui sont terrifiants, mais où il va continuer à s'enfoncer parce qu'il sait que finalement, quelque chose de divin ou quelque chose d'incroyable va finalement, à la fin, se manifester et lui donner donc la clé de l'énigme. C'est la récompense du courage. C'est la récompense du courage. Merci, Sarah.
On peut considérer que les sociétés africaines sont parmi les plus nourries par le conte, non? Qu'est-ce que tu en penses? Nourries par le conte, oui. Parce que si peut-être dans certaines sociétés, je suis pas un spécialiste des contes, mais quand même si dans certaines sociétés, ce sont des récits qui ont destiné, qui ont des messages. Certes. Mais dans les contes africains, ce qui est spécifique, c'est que tout se construit dans chaque événement. Chaque événement relève du conte. Dans le conte, il y a une dimension initiatique. On cherche à faire progresser l'individu et que peut-être l'importance du conte dans ces sociétés est beaucoup plus perceptible parce que ce sont des sociétés qui sont très résilientes. Ce sont des sociétés qui ont été constamment traversées par des expériences assez douloureuses et qui ont nécessairement besoin de réinventer des choses par le conte. Le conte, donc, apparaît en même temps non seulement comme un récit initiatique, mais comme quelque chose, comme un récit résilient qui permet de dépasser une situation chaotique et qui permet aussi d'espérer à des lendemains meilleurs et qui aussi donne des possibilités, nous permet de traverser des moments douloureux. En fait, le conte est toujours optimiste. Oui. Même s'il est terrifiant, il est toujours optimiste. Oui, c'est pas pour rien que tu nous le présentes comme une voie vers l'utopie, souvent. Voilà. Oui, ce que tu nous montres, Blondin, c'est que ce conte, il est omniprésent. On est dans des sociétés où la parole et le conte accompagnent le quotidien. Alors qu'en Occident, le conte est détaché. Enfin, on pourrait dire qu'on est quand même dans un monde qui valorise tellement le discours rationnel, la raison, qu'on est détaché de ces manières de raconter le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on manque, selon toi, en s'étant à ce point détaché de ces manières de raconter le monde? Alors, j'aurais pu ne pas répondre à ces questions parce que tu y as parfaitement répondu, Sarah. Vas-y. Parce que l'intérêt du conte, en fait, c'est de permettre en Afrique, et c'est peut-être même l'intérêt du conte, c'est de permettre à l'individu d'abord d'accéder à une compréhension de l'ordre des choses, de son rapport avec les éléments de la nature, avec son environnement, et selon des principes de respect, d'égalité, de fraternité. Alors qu'en est-il d'une société qui a tendance à compartimenter les choses, à les séparer? Cette logique que certains ont appelée la loi de la participation, comme Lévi-Brühl a caractérisé étant de la loi de la participation pour disqualifier les peuples primitifs de la rationalité. Et c'est ce qui explique ce rapport respectueux que certains peuples entretiennent avec la nature, au point de respecter la nature, de savoir que tout participe à leur être et qui sont en osmose avec les choses. Donc, il y a quelque chose qui excède la rationalité à l'occidental, où il y a cette forme de distanciation entre le sujet et l'objet. Si dans le conte, l'individu est capable de se transformer, l'homme est capable de se transformer en animal, de parler avec les animaux, d'entendre le langage des animaux, etc., c'est parce que il a su peut-être écouter et entendre mieux la nature. Et c'est ça la différence qui se joue dans ces manières de restituer le conte et de l'entendre selon les sociétés. Oui, c'est vraiment un sujet tellement important parce que c'est pour l'Occident une voie pour se reconnecter à la nature, pour regarder autrement,
la nature qui nous entoure et faire corps avec cette nature qu'on a oubliée. Et ce serait un terrain d'entente, en fait, nord-sud. Voilà. Et complètement. Parce que si vous voyez tout, les mouvements qu'on appelle écologie, tout ça, en réalité, c'est ce retour à la nature. A été cette intuition fondamentale. Les anciennes sociétés, les sociétés traditionnelles, particulièrement africaines, l'ont senti très tôt. Ces sociétés qu'on a caractérisées d'animistes en réalité. Mais ils ont compris autre chose. L'animisme renvoie à l'âme. L'animisme part du principe que chaque chose est habitée par une âme. À partir du moment où je pars du principe que chaque chose est habitée par une âme, je considère que cette chose, que je ne dois pas la violenter, et qu'il y a une relation entre moi et la chose, en sorte que il y a un lien intrinsèque qui doit se tisser entre nous, parce que aussi je sais que si je violente cette chose-là, si je violente la nature, je me fais du mal, ou ça peut se retourner contre moi-même. Et c'est en vertu de ce principe-là qu'en Afrique ou dans certaines sociétés, il y a ce qu'on appelle le totémisme. Que les gens entretiennent un rapport intrinsèque et ces fois sont représentés par des animaux, par des arbres, en vertu de quelque chose, d'un lien qui a été tissé par les ancêtres depuis très longtemps et qu'on ne doit pas violer sous peine d'être courroucé, sous peine d'être puni. Alors c'est là où l'essentiel se joue, je crois. Et comme tu le dis, voilà un terrain qui nous permet de nous reconnecter, aux choses de nous reconnecter avec la nature. Et de nous reconnecter d'un côté et de l'autre de la Méditerranée sur des moyens de réfléchir ensemble à des modes d'habiter le monde différents. Des modes d'habiter le monde différents. Et de toujours penser que on a beaucoup plus de choses à nous dire et que ces choses qu'on a à nous dire, que nous partageons, sont présentes dans les réservoirs, dans les ressources endogènes, présentes de part et d'autre, pas seulement en Afrique, mais dans toutes les autres cultures. Bâtissons sur ces ressources endogènes. C'est sur ces ressources endogènes qu'il faut bâtir. Et c'est quand on parle d'ingénierie de la société traditionnelle, c'est à cela que je pense. Voilà. Et que peut-être nous gagnerions beaucoup à écouter davantage, à entendre ces sociétés qui très tôt ont développé un rapport non pas instrumental, non pas ce rapport de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais un rapport qui leur permet de comprendre des choses, de savoir qu'ils ont un rôle dans ce monde-là, comme chaque élément qui est présent dans ce monde-là. Passer du schème de la domination au schème de la considération, comme nous dit Corinne Pelluchon, par exemple. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Sarah. Écoute, Blondin, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, alors peut-être d'abord merci de m'avoir offert cette opportunité. Sarah, il est urgent, il est nécessaire de renouer avec le patrimoine local traditionnel. Et ce patrimoine est encore un immense réservoir de possibilités qui renferme des clés d'interprétation du réel et d'investigation des possibilités de l'être africain dans la perspective de son affirmation comme sujet actif qui s'auto-développe en tant que créateur et non plus en tant que simple bénéficiaire, pourvu qu'il en prenne l'initiative. Une autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que pour que nous puissions accéder à notre état de majorité, il faut retravailler à la reconquête de soi. Cette reconquête de soi passe par la foi que nous accordons aussi à ces héritages qui sont éclatés, qui sont dispersés. Dans l'évolution créatrice,
Gaston Bachelard expliquait le miracle grec par la confiance que les Grecs avaient dans leur culture, à leur personnalité, etc. Donc je tiens à revenir à cet élément fondamental dans le développement, qui est la culture. Si en Afrique et un peu partout, certains projets de développement achoppent, c'est parce que peut-être on a investi beaucoup de choses dans les infrastructures, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a un élément fondamental que l'on ne prend pas en charge. Cet élément, c'est la culture. Voilà. Et donc, pour terminer, je dirais que c'est bien vrai qu'il faut revenir à ce patrimoine local traditionnel. Mais il ne faudrait pas figer ce patrimoine local traditionnel. Il faut l'attiser. Et donc, tout dépendra de notre capacité à retentionner ces héritages pour en faire des braises qui alimenteront les autres feux de l'émancipation de l'être humain dans toutes les dimensions de son être. C'est tout le concept de tradition vivante, tel qu'en parle Gaston Berger, le père de la prospective. Il dit qu'elle n'est point la stérile évocation des choses mortes, mais la redécouverte d'un élan créateur qui se transmet à travers les générations et qui à la fois éclaire et réchauffe. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Blondin. Merci de nous avoir éclairé sur ce besoin d'abord d'exister. D'exister comment? D'exister bien sûr les pieds dans la culture, mais la culture qui n'est pas figée. La culture qui nous nourrit, qui nous donne de l'élan. Et ça, c'est vraiment majeur de comprendre que sans élan, on se projette pas. Et sans projection, on change pas le monde. Merci Donc, beaucoup. changeons le monde ensemble. On va changer le monde. Et on est au cœur de la prospective. Merci beaucoup, Blondin. Merci, Sarah. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sahélien-Sahélienne 2040 du campus de l'Agence française de développement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais en fait, qu'est-ce que le programme Sahélien-Sahélienne 2040 ? Le programme Sahélien-Sahélienne 2040 est porté par le campus de l'Agence française de développement, parrainé par l'écrivain Felwine Sarr, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, l'école doctorale des ateliers de la pensée, l'Inter-Réseau développement rural et l'Agence Conseil Zeidé. Il rassemble une communauté d'actrices et d'acteurs du changement, sahéliens, qui ont l'envie de construire un nouveau récit collectif souhaitable pour leur région et d'agir ensemble pour qu'il se réalise. Pour découvrir le profil des personnalités inspirantes du programme Sahélien-Sahélienne 2040 et tous les épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt!